Affaires publiques, l'émission politique de Judaïque FM, présentée par Alexis Lacroix. Alberto Toscano, bonjour. Buongiorno. C'est pas une première à Judaïque FM, parce qu'on a souvent le plaisir de vous recevoir, mais c'est une première dans l'émission Affaires publiques, qui est l'émission, disons, strictement politique de la chaîne. Je ne vous présente pas, mais je vais le faire quand même. Vous êtes né donc à Novare, dans une famille d'origine juive en Italie. Vous êtes docteur en sciences politiques de l'université de Milan et vous êtes le correspondant de presse italien à Paris, le plus connu des Français depuis maintenant 3 décennies. Vous avez longtemps collaboré à divers journaux. Aujourd'hui d'ailleurs vous êtes le correspondant à Paris du Milano Firenze et vous signez un nouvel ouvrage, celui-ci consacré aux relations dans la longue durée, en fait, entre nos deux pays, à cette amicizia particulière, cette affinité élective qui relie la France à la botte depuis maintenant le XVe siècle. C'est absolument passionnant. C'est une série d'ailleurs de portraits de grandes figures d'Italiens qui ont contribué à la construction sur la longue durée de la culture française. On va y venir dans un instant. Mais tout de suite, j'aimerais justement, puisque je viens de vous présenter comme l'héritier d'une famille juive italienne, vous demander aussi, comme journaliste, comme intellectuel, mais comme juif, comment vous sentez le monde tel qu'il va ou tel qu'il ne va pas aujourd'hui, Alberto Toscano? Je suis extrêmement inquiet. Une image est sous mes yeux, et sous nos yeux, est celle de la Méditerranée, et celle de la comparaison avec l'Europe d'il y a quelques décennies, qui avait un poids dans la Méditerranée. Aujourd'hui, on vit le paradoxe que l'ensemble économique le plus puissant de la planète, l'Europe, le plus riche, celui qui a dans son ensemble, je le répète, le PIB le plus élevé, et a à côté de lui, à côté de cet ensemble, une Libye où l'Europe ne compte rien. Où la décision sur l'avenir est prise en réalité par deux puissances, la Russie de Poutine et la Turquie d'Erdogan, qui ont envoyé d'une façon plus ou moins déguisée leurs militaires là-bas et qui, en réalité, décident. Alors vous, donc comme citoyen de l'Europe aussi, partagé entre deux pays, entre deux capitales, entre Rome et Paris, où vous vivez, vous avez l'impression d'un affaiblissement géopolitique de l'Europe sans précédent. Oui, géopolitique, c'est le bon mot, dans le sens que d'un côté, il y a, malgré tout, malgré les crises, malgré ce qu'on veut, un enrichissement économique. L'Europe d'aujourd'hui est plus riche de celle d'il y a quelques décennies. Et même depuis une décennie, elle n'a cessé de s'enrichir. Voilà. Tout ça, c'est des données chiffrées, incontestables. Mais de l'autre côté, nous avons une perte réelle et bien réelle de poids sur le plan de l'influence politique. Nous ne sommes plus maîtres de celui qui était autrefois le Mare Nostrum. Absolument. Même pas. Le mot maître est même exagéré parce que on n'a jamais été vraiment maître, mais on a eu un poids réel. Et aujourd'hui, on voit ce poids se dissoudre jour après jour. Alors, ce qu'on peut dire, Alberto Toscano, vous le savez très bien, c'est que dans la réflexion des historiens qui ont réfléchi sur la Méditerranée, je pense notamment à Fernand Braudel, l'historien français Fernand Braudel, il y a une insistance aussi sur le fait que la Méditerranée a été forte et a compté tant qu'il y avait une amitié entre la France et l'Italie qui était, on va dire, qui rayonnait, et qui avait donc des conséquences géopolitiques puissantes. Vous pensez que, au fond, c'est depuis quand que cette amitié-là, cet axe-là est entré en déclin? Mais l'amitié franco-italienne est une chose assez bizarre qui a des hauts et des bas récurrents. Oui. Et on l'a vu, si on imagine ce qu'elle a été à la fin, la situation à la fin du 19e siècle, quand il y a eu cette tension extrême, l'entrée de l'Italie dans la triple alliance comme Absolument. réaction à l'occupation française de la Tunisie. Et on a eu juste après cet épisode de grande amitié franco-italienne qui a été la Première Guerre mondiale. Ensuite, on a cultivé l'amitié malgré tout dans les années précédentes et ensuite la Seconde Guerre mondiale. Donc, il y a des hauts et des bas en continuation entre France et Italie, même pendant les dernières années. Aujourd'hui, la chose qui m'inquiète le plus
et le fait que Français et Italiens ne se rendent pas compte qu'ils doivent impérativement s'entendre et même cultiver cette amitié et cette collaboration sous peine de devenir en Europe secondaire par rapport à l'Allemagne et dans le monde secondaire par rapport aux grandes puissances. Alberto Toscano, vous vous en souveniez très bien, d'ailleurs on avait eu des conversations là-dessus à cette époque. Il y a une dizaine d'années était lancé avec trompettes et fanfares un grand projet géopolitique du quinquennat de Nicolas Sarkozy qui était donc l'Union pour la Méditerranée, UPM. Celle-ci s'est révélée mornée très rapidement. C'était d'ailleurs une idée de Henri Guénaud qui avait beaucoup d'influence à l'époque sur un des hémisphères, on va dire, du cerveau du président. Pourquoi ça n'a pas pu prendre forme d'après vous? Non, mais tout d'abord, ça a été créé, imaginé au début comme Union méditerranéenne. Et le vrai but de Nicolas Sarkozy était d'empêcher tout dialogue avec la Turquie pour l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, et en échange, on donnait à la Turquie une partie importante dans une hypothétique nouvelle union. Nouvelle entité géopolitique. Les Allemands ont protesté parce qu'ils disaient, et nous, donc on a transformé l'Union méditerranéenne en union pour la Méditerranée avec d'autres puissances. Mais ça a été un épisode de plus qui montre comme parfois le blabla et les hypothèses farfelues ne comptent rien dans un monde où il faut être concret. Être concret signifie s'engager vraiment ensemble dans la Méditerranée. Alors, vous avez raison, être concret, c'est important. C'est d'ailleurs peut-être ce qu'essaye de faire, on va y venir dans un instant, le président de la République française depuis maintenant 2 ans et demi, Emmanuel Macron, qui est un personnage célébrissime aussi dans les gazettes italiennes où vous écrivez. C'est un people aussi, c'est un des people actuels de l'Europe pour les lecteurs. Plus qu'un people. Pour les lecteurs et les auditeurs de la presse et des médias italiens. On va y venir dans un instant. On va parler aussi de la perception qu'on a en Italie d'Emmanuel Macron et de son action. Mais justement, un mot encore. Vous parlez avec une certaine mélancolie, disons, de l'affaiblissement de cette amitié stellaire entre la France et l'Italie. Il me vient à l'esprit une question. Vous le savez très bien, historiquement, le moment de grandeur de l'amitié franco-italienne est lié à la République, au républicanisme italien qui est celui des fondateurs de la République italienne, notamment Garibaldi, mais il n'y a pas que lui, il y a Mazzini, il y a d'autres hommes qui ont énormément compté, qui sont des philosophes engagés en politique, et évidemment les fondateurs de l'autre République, transalpine, voisine et amie, qui était la Troisième République. Est-ce que le fait que progressivement les cultures politiques d'Italie, mais de France aussi, se soient en grande partie dérépublicanisées, n'a pas contribué à l'affaiblissement de ce lien spécifique et j'allais dire privilégié? Ah, vous avez totalement raison, elles se sont dérépublicanisées, pas dans le sens évidemment qu'il n'y a pas de république, mais dans le sens qu'il n'y a pas d'appréciation des valeurs républicaines telles qu'on les a interprétées pendant des décennies et parfois des siècles. Mais oui, cette perte de repères, cette perte de valeurs a joué aussi dans la relation franco-italienne, comme elle joue sur d'autres tables de différentes natures. Le problème, évidemment, est d'aller à la racine de nos démocraties et de comprendre que nos démocraties pourront se relancer seulement à la condition de retrouver certaines valeurs. Alors ça c'est sûr, mais il y a aussi peut-être un autre élément qui entre en ligne de compte, c'est l'anglo-saxonisation progressive de nos modèles. On est vers des modèles qui sont de plus en plus anglo-saxons, et l'Europe elle-même, évidemment, est soumise culturellement à une influence anglo-saxonne grandissante. Et évidemment, de ce point de vue-là, l'Union latine, qui a toujours été un projet que les Français ont eu derrière la tête, même Alexandre Kojève en parlait, de la nouvelle Union latine n'a jamais pu vraiment prendre forme, malgré la volonté politique successive de beaucoup de dirigeants français. Oui, et d'ailleurs, dans le jardin du Palais Royal, il a existé jusqu'à il y a quelques années un monument de l'Union latine, monument au génie latin. L'Union latine est une belle chose, mais aujourd'hui, on a une réalité où la crise de démocratie regarde aussi, à mon sens, le monde anglo-saxon. Le vote pour le Brexit en Grande-Bretagne a ouvert une boîte de Pandore, parce qu'aujourd'hui, on voit la Grande-Bretagne
Grande-Bretagne en grosse difficulté, même intellectuelle, même identitaire. On voit l'Écosse qui a envie de la quitter. Et on voit même aux États-Unis l'époque trumpienne actuelle ou trumpiste pourrait donner lieu à une véritable crise identitaire de la démocratie et de ses valeurs. Donc, ce monde anglo-saxon qui effectivement exerce un poids international et un poids sur l'Europe, lui-même est en crise. Et donc, je vois un minimum dénominateur commun de crise de la formule démocratique. Il faut relancer, après une époque de paix et de développement, l'idée de démocratie pour la adapter et la relancer dans un autre contexte. Par exemple, le poids de nouvelles technologies, Internet et tout ça, mais quelque part oblige la démocratie à s'interroger. S'il y a un sondage par jour qui nous dit qu'est-ce que le peuple veut, est-ce que il a un sens, et quel est le sens d'avoir un parlement qui gère le pouvoir et qui prend des décisions au nom du peuple? Au nom du peuple. Alors justement, aujourd'hui, il y a une tâche de reconstruction de l'Europe qui apparaît comme absolument indispensable. L'exécutif italien, en raison de son instabilité, de l'instabilité politique qui règne dans la péninsule depuis plusieurs années, n'est peut-être pas capable de participer directement à cette entreprise. Est-ce que vous, comme commentateur, comme observateur engagé, vous misez éventuellement sur une relance de l'axe franco-allemand? De ce qu'on a appelé longtemps le moteur. Le moteur franco-allemand avait un sens tant qu'il pouvait être un moteur. Aujourd'hui, il peut plus être un moteur pour deux raisons. La première est qu'il n'est plus équilibré. Le poids de l'Allemagne sur le terrain économique et pas seulement est en train de dépasser largement le poids de la France. Même si dans les toutes dernières années, la France a eu un bon taux de croissance par rapport à l'Allemagne, mais dans la réalité, l'Allemagne ne fait plus le poids à elle toute seule devant la France, excusez-moi, ne fait plus le poids à elle toute seule devant l'Allemagne. Alors, je ne voudrais pas qu'on désespère non plus les auditeurs de Judaïque FM en ce vendredi matin, Alberto. Oui. Quelles sont les voies et les recours pour redonner à l'Europe cette influence géopolitique que vous semblez voir décliner depuis plusieurs années aujourd'hui? Alors, sur le plan antérieur, il faut une plus forte cohésion économique. Cette cohésion économique, comme ça a été dit autrefois, il le répète plus malheureusement par le président de la République française, exige certaines réformes, exige par exemple un budget commun de la zone euro. Et sur cette base de plus forte cohésion économique et de nouvelles règles, on doit avoir une politique étrangère, une politique de la défense commune. Vous voyez, moi j'étais à Maastricht avec parmi les journalistes qui arrivaient de Paris à la suite du président François Mitterrand en décembre 91. Et la nuit où il a annoncé qu'il y aurait eu une monnaie unique, le président Mitterrand a dit et il y aura aussi à terme une politique commune de la défense et de la sécurité. On a vu la monnaie unique, on n'a pas vu la politique commune de la défense et de la sécurité. On en a besoin. On en a besoin. Alors, on va se déplacer vers un autre théâtre d'opération qui est effectivement très important aujourd'hui. Vous y faisiez d'ailleurs allusion tout à l'heure, Alberto Toscano. On quitte momentanément, tout au moins, l'Italie et la France, leurs relations complexes mais néanmoins profondes, et on se déplace vers l'Afrique, plus exactement vers ce qu'on appelle la zone sahélo-saharienne, c'est-à-dire tout ce qui correspond au Mali, au Burkina, à ces zones de l'Afrique qui sont francophones historiquement, c'est un des legs de la colonisation, mais qui sont aussi très menacés par un djihadisme extrêmement virulent, un djihadisme qui, par parenthèse, n'est pas réductible aujourd'hui à la seule secte terroriste Boko Haram. Est-ce que vous avez le sentiment que le G5 qui se tient actuellement, le G5 Sahel, peut apporter des solutions concrètes pour commencer à faire reculer concrètement cette menace islamiste radicale dans l'Afrique, j'allais dire, d'obédience française? Écoutez, on n'ira nulle part si on ne réfléchira pas sur nos erreurs du passé. Oui. La guerre de 2011 en Libye a été décidée d'une façon hâtive. Et c'est l'œuvre de Nicolas Sarkozy et de Cameron à l'époque. Exactement. Hein. Voilà. Et nous, Européens, en particulier les Français et les Britanniques,
nous avons, nous Européens, déstabilisé un pays sans avoir ni la force, ni l'intention de le stabiliser à nouveau. Ni la possibilité, peut-être. De le déstabiliser. La déstabilisation de la Libye a déstabilisé la partie d'Afrique du Nord, du Nord-Ouest, où Kadhafi et sa dictature, je souligne dictature bien sûr, exerçaient un rôle stabilisateur. Le résultat que la déstabilisation libyenne à partir de 2011 a ouvert une brèche énorme aux terroristes et aux mouvements djihadistes de toute nature. Aujourd'hui, on doit partir de là. Et partir de là signifie avoir besoin d'une forte collaboration entre Européennes et Américaines, entre Européennes et Africaines. Si le but de la France est celui de réaffirmer une influence africaine, on n'ira vraiment nulle part. Et la France payera un prix énorme, comme est en train, malheureusement, déjà de le faire, pour les conséquences de cette instabilité. On a réellement besoin d'une politique commune dans cette partie de l'Afrique. Et politique commune, ça signifie pas rafistoler d'un jour à l'autre des petites ententes de collaboration. Il faut une politique commune. Oui, alors ça, c'est ça. Et on l'a pas, pour l'instant. Non, ça, c'est vrai. Alors, il y a quand même quelque chose qu'il faut évoquer avec vous, et vous le savez très bien, parce que vous êtes un observateur acéré des questions géopolitiques aussi, notamment, bien sûr, pour le quotidien financier de Milan. Mais justement, un mot là-dessus. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, comme au temps d'ailleurs des luttes entre impérialistes, avant la Première Guerre mondiale, l'Afrique redevient un champ d'affrontement. Et elle redevient un champ d'affrontement entre des puissances qui sont authentiquement démocratiques, comme la France ou l'Italie, mais des puissances qui ne sont pas vraiment démocratiques, qui sont des démocraties ce qu'on appelle illibérales. Et je pense notamment à la Russie. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui un jeu des Russes et un jeu des Chinois pour déstabiliser systématiquement les États africains face au djihadisme? Sans aucun doute. Les Russes et les Chinois veulent élargir leur zone d'influence avec une logique différente, parce que pour les Chinois, le but est économique en Afrique. Par exemple, dans le domaine des terres rares et d'autres matières premières importantes, ils affirment leur stratégie de présence dans un but économique. Et ils mettent le paquet avec des capitaux énormes dans ce but. Et pour les Russes, c'est une logique plus impériale, plus stratégique, plus de mettre des bases militaires comme ils ont fait depuis longtemps et comme ils ont réaffirmé en Syrie et comme ils pourraient le faire un jour en Libye à 2 pas des côtes européennes. Ça serait dramatique. Et cette logique impériale russe qui est en train de ressurgir avec le nouveau Poutine est, à mon avis, spécialement inquiétante. Alors, une des critiques récurrentes contre l'Union européenne, vous le savez bien aussi, Alberto Toscano, ça consiste à dire que c'est une, entre guillemets, passoire face à la vague migratoire. Une vague migratoire, il faut le dire clairement, qu'un certain nombre d'esprits s'exagèrent pour affoler les populations. Récemment, Jean-Paul Delevoye, avant de démissionner de ses fonctions de commissaire aux retraites, avait déclaré qu'il faudrait à terme, d'ici 2030, 50 millions de nouveaux migrants extra-européens pour rééquilibrer la chute de la natalité dans la plupart des pays d'Europe. Il avait suscité un tollé dans beaucoup de journaux, Le Figaro notamment. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, personnellement? Est-ce que vous avez le sentiment, comme citoyen italien, que ce sont les Italiens qui, entre guillemets, payent les pots cassés de ce phénomène démographique global? Les Italiens, les Grecs, les Maltais, et sans doute. Le problème de la vague migratoire et en général des problèmes migratoires est qu'il y a 2 aspects. Il y a 2 aspects. Il y a le premier aspect est celui que vous dites à propos des déclarations de Delevoye. Il y a un problème arithmétique et de besoin que l'Europe a de nouvelles populations. Et de l'autre côté, il y a un problème psychologique, qui est le vrai problème, qui a, dans le sens qu'il a des conséquences dramatiques sur la politique intérieure des différents pays. Macron, ça c'est très intéressant. Macron l'a rappelé récemment. Il a dit, dans un entretien à un grand magazine anglo-saxon, il a dit « Politics is perception ». La politique, c'est vrai, c'est d'abord des questions de représentation. Il n'est pas le premier à le dire. Oui, mais il fallait le rappeler. Est-ce que vous pensez que nous, Européens, aujourd'hui,
nous exagérons d'une manière phobique, obsessionnelle, la menace, entre guillemets, que constituerait cette vague migratoire annoncée. Mais Emmanuel Macron est le premier à l'exagérer. Quand il met des frontières presque militarisées à Vintimille et à Modane. Moi, je venais en France en train de Milan, en TGV. TGV, c'est pas haute vitesse, mais sur ça. Je viens depuis des années. Et jusqu'il y a quelques ans, je passais la frontière entre l'Italie et la France comme si c'était la frontière entre la Bourgogne et l'Île-de-France. Absolument. Maintenant, c'était d'ailleurs le cadre, c'était le cadre défini par Schengen, on est bien d'accord. La dernière fois, vos passeports, monsieur. Moi, je dis, j'ai besoin du passeport, la carte d'identité ne suffit pas. On m'a contrôlé les bagages. Où est-ce que vous allez, qu'est-ce que vous allez faire à Paris? On m'a demandé. Mais alors, le président de la République française, vous pensez, il a perçu qu'il y a, même chez certains de ses électeurs de 2017, une exaspération face au phénomène migratoire, et il veut devancer la colère des Français? Le président de la République française est lui-même victime des conséquences psychologiques et politiques de cette nouvelle mentalité de diabolisation de l'immigration. Moi, je dis pas qu'il faut ouvrir complètement les frontières. Je dis qu'il faut être ensemble dans la gestion de ce problème. Et je crois que tant que la France n'acceptera qu'au moins un bateau, je dis un seul petit bateau, avec des migrants arrive sur ces côtes, alors il y aura, du point de vue des Italiens, une réaction psychologique de méfiance vis-à-vis de la France. On est ensemble. Et si on est ensemble, on doit accepter que ce problème migratoire dans la Méditerranée soit vraiment géré ensemble. Alberto Toscano, c'est absolument passionnant. Je rappelle, Ti amo Francia, aux éditions Armand Collin, de Léonard de Vinci à Pierre Cardin, ces Italiens qui ont fait la France, il y en a beaucoup. Et il y a aujourd'hui, notamment vous, Eri De Luca, etc. Beaucoup d'Italiens qui, aujourd'hui, sont au cœur de la culture française. J'aimerais qu'on consacre les 5 dernières minutes de cette émission à une autre scène géopolitique très importante et qui est évidemment très chère au cœur de tous nos auditeurs. C'est la scène moyen-orientale, c'est celle qui concerne aujourd'hui les menaces géostratégiques majeures qui pèsent sur l'État d'Israël. Je vous rappelle qu'il y a 3 semaines, la déclaration du chef d'état-major israélien Aviv Koravi, qui a déclaré lors d'une conférence donnée à Herzliya qu'il y avait désormais une augmentation de la menace des missiles contre les populations civiles de l'ensemble du territoire israélien, c'est-à-dire du Negev au nord, la frontière avec le Liban. Est-ce que vous, comme juif, vous tremblez aujourd'hui pour l'État d'Israël? J'ai peur pour l'État d'Israël. Et je peur aujourd'hui, certaines fois, plus de ce que je prouvais comme sentiment depuis des décennies. Mais je crois que les clés de l'avenir, les clés de la sécurité israélienne ne résident pas que dans les armes, elles résident aussi dans la force de la société israélienne de changer certaines mentalités. Elles résident aussi dans le dialogue, elles résident aussi dans la paix. Alors, Alberto, tout ça, ce sont des déclarations d'intention qui sont belles. Vous avez raison, sur le fond, naturellement. Il y a une résilience de la société israélienne qui est indépendante des vicissitudes de sa classe politique et des gouvernements successifs. Néanmoins, il y a une chose qu'on peut dire, j'allais dire à mettre à l'actif du bilan du très controversé aujourd'hui Premier ministre Binyamin Netanyahou. C'est que Binyamin Netanyahou, contrairement à ce qu'on dit chez les bien-pensants français, ce n'est pas quelqu'un qui est d'abord un faucon. C'est quelqu'un qui a justement pensé de manière extrêmement pragmatique ces dernières années. Et il a pensé aussi le réancrage de l'État d'Israël dans son environnement régional. Or, il se trouve aujourd'hui qu'il y a une polarisation de l'environnement régional. Il y a une partie de l'environnement régional, on va dire l'axe chiite, Iran, Liban, Hezbollah, qui est farouchement anti-israélien. Et il y a une autre partie qui semble montrer, c'est on va dire l'axe sunnite, si on veut, Jordanie, Égypte, Arabie, Émirats, qui semble montrer, j'allais dire, une sympathie grandissante pour l'État d'Israël. Est-ce que c'est pas une chance absolument historique? Oui, grandissante et intéressée, parce que ce qui domine aujourd'hui l'échiquier du Moyen-Orient est justement ce que vous dites, la confrontation entre chiites et sunnites qui passe devant pour certains même à leur antipathie historique vis-à-vis d'Israël. Oui, vous avez raison. L'intéressement, dans les relations internationales, l'intéressement, c'est pas grave. Vous avez raison, c'est une chance historique. En même temps, je dis que tant que dans des localités où il y aura
a d'Israël et des territoires occupés. Ou si vous voulez que je dise Cisjordanie, Judée et Samarie, je suis prêt à le dire. Mais quand même, il reste une situation où la confrontation continue et certains actes de provocation met la sécurité d'Israël en difficulté. Donc la sécurité d'Israël n'est pas seulement une question de missiles. Alors, les actes de provocation, il nous reste 2 minutes, j'aimerais bien qu'on les évoque. Vous pensez à quoi, pour être concret? Je pense à Kiryat Arba, je pense à Hébron, je pense à certaines situations dans certaines parties d'Hébron où les Palestiniens ne peuvent même pas traverser une rue. Donc ça, c'est l'existence d'implantations. Il faut cultiver la paix. Et cultiver la paix signifie être armé, bien sûr. Et Shimon Peres nous a appris à quel point il faut être armé. Mais ce n'est pas seulement une question de missiles. Voilà, donc on a bien compris que vous ne démordez pas de votre ligne idéologique, qui est celle plutôt, on va dire, du camp de la paix. Je préfère dire idéal qu'idéologique. Oui, mais c'est ça. Mais vous êtes proche, disons, des idéaux sionistes de Shalom Arshav, qui sont tout à fait respectables. De Shimon Peres, et de Shimon Peres, qui sont représentés aussi sur nos radios. C'est tout à fait normal. Et donc, à ce titre, j'imagine que vous ne souhaitez pas, vous ne voyez pas d'un bon œil la possible réélection du Likoud lors des élections du 3 mars prochain. Dire l'élection du Likoud ne signifie pas forcément dire élection de Netanyahou. On est d'accord. On verra qu'est-ce qu'il y aura après les élections, parce que j'ai l'impression que le jeu de politique intérieure israélienne est en train complètement de se rouvrir. Alberto Toscano, c'est passionnant. À Affaires publiques, vous savez, on ne parle pas toujours que de politique et de géopolitique. Il nous arrive de parler aussi de littérature ou de cinéma. Un coup de cœur dans le domaine culturel? Un coup de cœur, c'est le film sur la mafia, le film Il Traditeur et le Traître, qui est extrêmement intéressant pour décrypter les logiques et malheureusement les drames, les tragédies de la mafia en Italie et peut-être pas qu'en Italie et dans d'autres pays européens à l'avenir. Alors ça c'est vrai, vous avez raison, c'est un très beau film. Et malheureusement aussi dans le présent. Métastase de la mafia en France, c'est vrai ça? En France et surtout en Allemagne, pour ceux qui regardent la mafia calabraise, l'Andrangheta, mais aussi certainement en France. Merci beaucoup d'être venu dans les studios de Judaïk FM. Je rappelle, Ti amo Francia, d'Alberto Toscano, Armand Collin. Peut-être un livre sur lequel vous êtes reparti? Écoutez, j'ai effectivement une idée de livre qui a quelque chose à voir avec la persécution antisémite pendant la Seconde Guerre mondiale en France et en Italie, mais on verra. Ce sont rose fioriranno, dit le proverbe italien. Mais il dit aussi, non ci sono rose senza spine. Donc, si ces roses sont des fleurs, ils vont si sont des fleurs, elles vont fleurir, mais il n'y a pas de roses sans épines. On verra. On verra. Bon vent. Vous reviendrez de toute façon ici à Judaïk FM. Vous êtes chez vous, Alberto, pour reparler justement de ces juifs qui ont résisté, des partigiani, comme Emanuele Artom, etc., qui sont des figures solaires du judaïsme italien, auxquels d'ailleurs Primo Levi a rendu hommage. C'était passionnant. Merci. À très bientôt et buona settimana. Grazie infinite. Affaires publiques, l'émission politique de Judaïk FM présentée par Alexis Lacroix.